Aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions sur les plantes que vous m'avez posées sur Instagram. Alors, j'en ai eu beaucoup, en fait, c'est pour ça que je fais une vidéo. À la base, je voulais répondre sur Instagram comme prévu. Mais non, il y avait vraiment trop de choses. Donc j'ai décidé d'y répondre en vidéo et il y en a plein, donc on va commencer tout de suite. Première question, je crois que c'est celle qui est revenue le plus souvent, c'est quand est-ce que je vais enfin faire mon plan de tour? Et vous inquiétez pas, c'est en train d'être fait, je suis en train de le préparer, c'est juste que c'est une vidéo qui va demander énormément de plans, d'inserts, de renseignements aussi pour vous noter tous les noms des plantes. Enfin, ça va être quand même un travail assez fastidieux, donc c'est en cours. Je peux pas trop vous donner de date encore, mais bon, enfin là, j'ai pas grand-chose d'autre à faire, donc ça devrait arriver. Mais voilà, mais ça va vraiment être une assez grosse vidéo, je pense, donc ça demande du temps de préparation, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Deuxième question, combien de plantes j'ai chez moi? Je l'ai reçue plein de fois aussi, celle-ci. Alors, au dernier recensement, elles étaient environ 80. Ce qui est beaucoup, je l'avoue. Mais c'est 80 plantes, mais c'est pas 80 grandes plantes comme ça. J'ai aussi plein de plantes qui sont dans des tout petits pots, des petits bébés. Enfin, il y a vraiment de toutes les tailles, on va dire. Et ouais, c'est ça, environ 80. Je commence à me heurter à un petit problème de place, mais bon, on fait avec. Hein. Quelle était ta toute première plante? J'aurais du mal à dire précisément ce que c'était, parce que c'est ma maman qui me faisait des petites compositions de succulentes et de plantes grasses qu'elle me donnait. Et donc moi je savais pas du tout m'en occuper, donc je les faisais crever à chaque fois et je connaissais pas leur nom non plus, mais en général c'est ça, c'était les compositions de succulentes que me donnait ma maman. Alors quand et comment es-tu devenue passionnée par les plantes? Et ben en fait c'est venu très soudainement à la fin de l'été dernier, donc il y a environ 9-10 mois, je saurais plus vous dire précisément quand, mais j'étais avec mon ex à l'époque qui lui adorait les plantes, c'était vraiment un truc qu'il aimait bien, je crois qu'il avait même travaillé dans une jardinerie, je suis plus sûre mais il me semble. Et donc on avait eu envie d'en acheter ensemble, donc c'était lui qui devait s'en occuper normalement parce que moi je pensais vraiment que j'avais pas du tout la main verte, que j'allais les faire crever et tout. Donc c'était lui qui devait le faire. Et finalement, on s'est séparés genre peut-être 5 jours après. On s'est séparés vraiment juste après les avoir achetés. Donc c'est moi qui les ai gardées, elles sont restées à l'appart et j'ai dû m'en occuper. Donc je me suis renseignée sur ces plantes-là. Et en me renseignant, c'est comme ça que je suis tombée sur plein de sites, de blogs, de vidéos sur ça. Et en fait, j'ai plus jamais arrêté d'en acheter et c'est comme ça qu'on arrive à 80 plantes, genre 9 mois plus tard, quoi, à peu près. En quelle plante aimerais-tu te réincarner si c'était possible? Eh ben, y a pas beaucoup de suspense, je pense, à mon avis, je dirais en Monstera deliciosa, c'est ma plante préférée. C'est pas original du tout, c'est un peu la plante préférée de tout le monde, mais elle est trop belle. Je l'aime trop, elle grandit super vite. C'est ma préférée. Alors, j'adore les plantes, mais je n'ai pas du tout la main verte. Aurais-tu des conseils pour débuter? Alors, ça, je le répète vachement souvent, mais avoir la main verte, ça n'existe pas vraiment, en fait. Moi aussi, je pensais que j'avais pas du tout la main verte avant, mais en fait, c'est juste que j'y connaissais rien, donc je faisais des conneries, je savais pas m'occuper des plantes, donc elles crevaient. C'est juste qu'il faut se renseigner, c'est tout. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est pas magique, il n'y a pas des gens qui naissent avec un talent pour ça. Il y a tellement de plantes différentes qui ont des besoins et des caractéristiques différentes que vous pouvez pas juste y aller comme ça au hasard. Il faut juste que tu commences avec des plantes qui sont pas trop compliquées et puis que tu te renseignes et puis au fur et à mesure, franchement, ça va rouler tout seul, hein, t'inquiète pas. Quel était mon top 3 de plantes pour débuter? Alors moi je conseille toujours le Spathiphyllum pour débuter parce que c'est une plante qui va vraiment vous montrer quand elle a besoin d'eau. Dès qu'elle aura besoin d'eau, ses feuilles elles vont toutes tomber et vous allez vraiment voir qu'elle est déshydratée, vous arrosez et puis c'est reparti. Elle est vraiment super facile pour ça. Elle est pas trop sujette aux parasites en plus, il me semble. Enfin, moi j'en ai jamais eu dessus. Et disons que ça fait pas partie des plantes qui sont réputées pour être particulièrement sujettes aux nuisibles. Donc c'est un bon point aussi. Sinon, il y a aussi la Monstera deliciosa qui est assez facile d'entretien, elle est pas trop capricieuse et en plus elle grandit assez vite et c'est plutôt satisfaisant quand on commence d'avoir des plantes qui ont une bonne croissance. Donc je la conseille aussi aux personnes qui débutent. Et en dernier, je dirais aussi la Xanoculcas zanifolia. Alors ça m'embête un peu de vous la conseiller parce que j'en ai pas chez moi, donc j'ai jamais essayé, mais elles sont très bien réputées pour les débutants. Elles pardonnent assez facilement les excès d'eau, les oublis aussi. Et pareil, au niveau luminosité, elles sont pas trop exigeantes, vous pouvez les mettre à l'ombre, mais s'il y a un petit peu de soleil, c'est pas trop grave non plus. Enfin, c'est vraiment une plante qui s'adapte assez facilement, donc elles sont très conseillées pour les débutants. Voilà, donc moi j'en ai pas, donc je peux pas vous le certifier, mais c'est en général une plante qui est conseillée aux débutants, oui. Et au contraire, on me demande aussi quelle plante je ne recommanderais pas aux débutants. Et du coup, il y en a plusieurs. Déjà, toutes les plantes type Calathea, Maranta, comme celle-ci, vous la voyez là, celle qui est derrière aussi, la Leopardina, c'est des plantes qui sont assez exigeantes au niveau humidité. Donc il faut vraiment beaucoup s'en occuper. Moi, toutes ces plantes-là, je les vaporise
au moins 3 fois par jour, donc c'est pas mal d'entretien. Si vous les oubliez, leurs feuilles vont vraiment sécher. Enfin, elles demandent un entretien qui est très très régulier. Du coup, je les conseille pas trop parce que en général, les gens les oublient et elles se mettent à sécher dans un coin. J'en ai récupéré une d'ailleurs dans la rue qui était abandonnée, donc je l'ai prise. Mais ouais, c'est des plantes qui sont un petit peu compliquées. Et contrairement à ce que beaucoup de personnes recommandent, moi je conseille pas du tout les plantes grasses pour débuter. Elles sont réputées faciles, mais c'est très facile aussi de les faire crever. Soit on les arrose en trop, soit si elles manquent de lumière, ce qui est quand même relativement probable dans nos intérieurs du coup. Il y a plein de plantes grasses qui sont vendues comme plantes d'intérieur alors qu'elles y sont vraiment pas trop adaptées. Je pense notamment aux calanchoe et aux echeveria qui se plaisent vraiment pas trop à l'intérieur. Donc voilà, moi c'est vraiment pas un type de plante que je recommande. Elles sont pas non plus hyper compliquées, mais bah, par exemple, si vous faites un arrosage en trop, bah, vos racines elles vont pourrir et ce sera fini quoi. Voilà, donc moi c'est un type de plante que je fais crever très souvent d'ailleurs. Alors, question suivante, quelle plante dépolluante conseilles-tu? Et cette question, je l'ai sélectionnée pour vous prévenir que l'argument plante dépolluante, c'est totalement marketing, c'est de la grosse connerie. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, ça sert à rien d'acheter des plantes pour dépolluer vos intérieurs. Achetez-les parce qu'elles sont jolies et que vous aimez ça, mais il y a des études qui ont montré que ça fonctionnait pas du tout et c'est vraiment juste marketing quoi. Alors pour continuer dans les mythes, est-ce que c'est vrai qu'il ne faut pas mettre de plantes dans sa chambre car la nuit elles absorbent l'oxygène, ce qui peut être dangereux? Et non t'inquiète, c'est vraiment un mythe. Hein. Tes plantes elles vont peut-être consommer un tout petit peu d'oxygène, mais crois-moi c'est vraiment minime. Et si t'as un chat ou un chien, t'inquiète que lui il consomme beaucoup plus d'oxygène que tes plantes. Donc tu peux y aller, hein, c'est vraiment un mythe. Est-ce que tu donnes de l'engrais à tes plantes et faut-il obligatoirement les nourrir avec des produits en plus? Alors moi oui, je leur en donne, je le fais environ tous les 15 jours, il faut pas le faire toute l'année parce que les plantes en période hivernale, elles vont rentrer en dormance, donc il faut pas leur donner d'engrais. Par contre, dès le mois de mars, donc là, avec l'arrivée du printemps, tu peux recommencer à leur en donner, donc une fois tous les 15 jours. Ça dépend des plantes aussi, il faut se renseigner un peu au cas par cas parce qu'il y en a certaines qui vont avoir besoin de plus et au contraire d'autres qui en ont quasiment pas besoin. Mais ouais, c'est conseillé de le faire, sinon tes plantes elles peuvent développer des carences ou ne plus pousser du tout, voire crever dans certains cas. Parce que comme elles sont à l'intérieur, elles peuvent ni profiter des nutriments qu'elles pourraient normalement puiser dans le sol, ou alors dans l'eau de pluie. Donc il faut leur donner un apport en engrais. Après, il y a des terreaux qui sont de super bonne qualité et qui sont enrichis en minéraux, en nutriments. Mais moi, je le conseille pas trop parce que, en général, t'as vite fait de laisser ta plante là-dedans pendant 1 an ou 2 avant de la rempoter et vers la fin, il n'y a plus rien du tout. Et c'est surtout des terreaux qui coûtent très très cher, donc moi je le recommande pas. Je préfère largement acheter mon petit engrais et les nourrir en plus. Alors, comment savoir si une plante est toxique pour les animaux ou les enfants? Bah c'est super simple, en fait, t'as juste à taper le nom de ta plante sur internet et tu vas trouver l'information super rapidement. Et si jamais tu connais pas le nom de ta plante, ce qui est peut-être la raison pour laquelle tu me poses la question, tu peux essayer de l'identifier avec des applications qui fonctionnent avec des photos. Tu prends une photo d'une feuille, l'application va analyser ça et te dire normalement le nom de la plante. Alors il faut se méfier parce qu'il y a quand même une assez grosse marge d'erreur, surtout avec les plantes d'intérieur. En fait, ça marche très très bien pour les fleurs qui sont en général assez uniques. Mais par exemple, dans les plantes d'intérieur, il y a plein de feuilles qui vont un petit peu se ressembler, donc là, ça va être un peu compliqué d'identifier vraiment une plante. Mais ça peut déjà donner une idée, par exemple, d'une grande famille de plantes. Mais le mieux, ça reste de demander sur des groupes. Moi, je suis sur 2 groupes Facebook de plantes. J'y vais que pour ça, d'ailleurs, parce que je vais plus du tout sur Facebook, mais ça me sert pas mal, justement, quand j'ai une plante à identifier. Tu postes une photo, et là, crois-moi, tu vas trouver des gens qui sont ultra passionnés et qui vont te dire ce que c'est. Moi, il y a des plantes que j'arrivais pas à identifier, que ma mère m'avait données, elle les avait depuis, je sais pas, une dizaine d'années, et elle connaissait vraiment pas les noms, et c'est des trucs que j'avais jamais vus ailleurs, et j'ai trouvé des personnes là-dessus qui ont été capables de les identifier, donc je te conseille de faire comme ça. PlanteNet, ça peut te donner une petite idée, mais c'est mieux de vérifier après quoi. La prochaine question, c'est comment je fais pour concilier mes 2 chats avec mes plantes? Et honnêtement, j'ai pas mal de chance sur ce point-là parce que j'ai l'impression que mes chats s'intéressent pas non plus excessivement aux plantes. En fait, il y en a seulement certaines qu'ils adorent, ils arrêtent pas d'essayer de les bouffer, notamment le grand Dipsys lutescens qui est dans ma chambre, le Chamaedoras elegans, attendez, il est juste là. En fait, toutes les plantes qui ressemblent un peu à ça, qui font vraiment comme des brins d'herbe, ils adorent les bouffer. Je me dis que ça leur fait peut-être un peu le même effet que de l'herbe à chat. Déjà, ça ressemble visuellement, puis c'est vraiment un genre de plante qui fait vraiment un petit peu comme de l'herbe, quoi. Donc il y a vraiment que ce type de plante qu'ils adorent manger, et par contre, les autres, ils y touchent pas du tout, ou alors ils vont juste un peu frotter leur tête dessus, donc ils les mangent pas, donc c'est pas trop grave. Ce que vous pouvez faire déjà en premier lieu, c'est si vous voyez qu'ils s'intéressent à certaines plantes et pas aux autres, essayez de placer les plantes en question dans des endroits où ils y ont pas forcément accès,
Instagram, mais ça c'est pas forcément possible pour toutes les plantes. Moi par exemple mon dipsis il est tellement grand, je peux pas le mettre en hauteur en fait, c'est pas possible. Du coup dès que je vois qu'il commence à trop aller dans les plantes, à foutre le bordel et tout, notamment dans celles qui sont derrière sur les 2 meubles d'ici, ils adorent y aller, je prends mon petit vaporisateur et je vaporise de l'eau sur mes plantes. Donc je vaporise pas du tout sur les chats, hein, vous inquiétez pas, il y a aucune goutte d'eau qui entre en contact avec eux, parce que de toute façon dès que j'arrive avec le truc, ils se sautent en courant parce qu'ils détestent l'eau. Et je vois vraiment que ça fonctionne, ils viennent de moins en moins dans les plantes, alors ils y vont quand même un petit peu, mais en général dès que je tourne la tête vers eux et qu'ils voient que je les ai vus dans les plantes, ils s'en vont tout de suite. Pourtant je leur ai vraiment jamais mis d'eau sur la tête pour leur faire comprendre, hein, mais juste voilà, ils ont compris que les plantes c'était associé avec l'eau maintenant, donc ils y vont plus. En plus celles qui sont derrière moi ici, c'est vraiment un coin où j'ai que des plantes tropicales qui ont besoin de beaucoup d'humidité, et du coup c'est très bien en fait que je pchite de l'eau toute la journée si mes chats vont dedans. Enfin du coup ça sert à la fois pour apprendre aux chats à pas y aller et pour apporter assez d'humidité à toutes ces plantes là, toutes les calatéas, les machins comme ça. J'en ai à d'autres endroits, mais ici c'est vraiment un coin 100% tropical, donc voilà, je m'en sors comme ça. Et ça se passe plutôt bien. Et les autres, ils essaient même pas de les manger. Alors, as-tu des plantes qui sont toxiques pour tes animaux? Alors oui, j'en ai. Après, c'est pas des plantes qui sont vraiment mortelles, qui peuvent les rendre malades ou quoi. C'est juste que certaines plantes, comme les philodendrons ou les ficus, ils ont une espèce de sève qui peut être un petit peu irritante, donc si jamais ils mâchent les feuilles, ça peut être irritant. C'est le cas aussi pour les enfants, donc faites attention si vous en avez. Mais honnêtement, moi je constate que mes chats, ils sont pas si cons, et je les ai jamais vus croquer une plante qui est irritante ou qui est toxique pour eux. Vraiment, les seules qui mangent, c'est celles qui sont pas toxiques. Alors peut-être que je surestime leur intelligence, mais j'ai l'impression qu'ils sont pas bêtes et que les plantes qui sont toxiques, ils y vont pas tout simplement. Après, je fais quand même très attention, je surveille et j'achète vraiment pas de plantes qui peuvent être mortelles pour eux, quoi, ou les rendre très malades, ça j'essaie de faire attention. Existe-t-il des feuilles qui, si on les met en terre, deviennent des plantes entières? Et oui, ça existe, c'est le principe même du bouturage. Les plantes les plus faciles à propager comme ça va être les plantes grasses. T'as juste à prélever une petite feuille, à la mettre sur de la terre et elle va faire des petites racines et tu vas voir un petit bébé qui va pousser à partir de cette feuille là. C'est très mignon et c'est très facile à faire. Moi à la maison j'ai une espèce de petite soucoupe où je place toutes les feuilles de plantes grasses ou de succulentes que je fais tomber en nettoyant les étagères ou quoi, parce que ça se casse assez facilement. Mais en fait je les pose simplement sur la terre et ça fait des nouvelles petites plantes, c'est trop adorable. Peut-on faire des boutures avec n'importe quelle plante? Alors non, malheureusement ça fonctionne pas avec toutes les plantes. En fait chaque plante a un petit peu sa méthode de propagation différente. T'as des plantes comme les piléas ou certaines kalanchoé aussi qui font ce qu'on appelle des rejets. En fait tu vas voir un jour à côté de ta plante dans la terre une toute petite plante qui va pousser et tu le laisses un petit peu se développer, et après ce rejet tu vas pouvoir le prélever, tu vas couper la racine qui la relie à la plante mère et tu peux la mettre dans un petit pot et ça va te faire une nouvelle plante qui va grandir à partir de ça. Ça c'est bien, avec le bouturage c'est une méthode qui est super simple donc c'est plutôt cool. Après t'as aussi ce qu'on appelle la division où simplement au printemps tu vas dépoter ta plante et carrément couper la motte de racines en deux. Enfin voilà, vraiment il y a plein de méthodes différentes, et puis t'as des plantes aussi qui fonctionnent avec plusieurs méthodes. Il y a des plantes où par exemple tu peux et la bouturer et faire une division si tu veux, c'est assez courant. En fait t'as juste à te renseigner sur la plante que tu veux propager, puis internet va te donner la réponse pour savoir comment faire. Est-ce que le lierre a besoin de beaucoup de lumière? Alors classiquement on dit que le lierre s'adapte assez bien à toutes les formes de luminosité, donc du soleil jusqu'à l'ombre, mais moi je suis pas forcément d'accord avec ça. Je vous déconseille vraiment de le mettre dans un endroit où il va avoir les rayons du soleil directement sur ses feuilles parce que ça peut les faire sécher. Et il faut savoir que le lierre est très sujet à un nuisible qui s'appelle l'araignée rouge. C'est un petit acarien en fait qui est minuscule, il fait même pas 1 mm de long je crois, et il va tisser sa toile sur les feuilles. En général c'est à ça qu'on le repère parce qu'il est vraiment petit, donc dès que vous voyez des petits filaments comme une toile d'araignée en fait sur vos plantes, il faut vraiment se méfier. Mais c'est un parasite qui va vraiment bouffer les feuilles et votre plante peut vraiment crever. Moi par exemple c'est ce qui est arrivé à mon Codiaeum variegatum, il est mort à cause de... Enfin il est pas mort encore, mais on n'est pas loin. Donc voilà, ça peut vraiment tuer une plante. Et ce parasite-là, il a besoin de sécheresse. Si jamais il y a la moindre humidité sur la plante, il va vraiment se barrer. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas de le mettre en plein soleil. Préférez un endroit avec vraiment de la luminosité pour qu'il puisse photosynthétiser tranquillement, mais pas trop non plus pour qu'il puisse garder un petit peu d'humidité, et brumisez-le. Comme ça, les araignées rouges pourront pas le bouffer et c'est quand même plutôt cool. Comme quasiment toutes les plantes, le mieux c'est de les mettre dans un endroit avec une luminosité correcte, mais jamais de rayons du soleil qui vont arriver directement sur les feuilles. Alors une personne me demande s'il existe des plantes d'intérieur qui apprécient l'ombre parce que chez elles c'est super sombre. Et ben figure-toi que moi j'ai exactement le même problème que toi. J'ai des fenêtres que sur un côté de mon appartement, donc ce côté-là, et le reste il y en a pas, et j'ai même quelques pièces où il n'y a pas du tout de fenêtre dedans.
Donc oui, il y a plein de plantes qui peuvent s'y adapter. Par contre, il faudra forcément quand même de la lumière naturelle. Par exemple, moi dans ma salle de bain, malheureusement, j'ai pas de fenêtre, donc bah, c'est mort. Je peux mettre aucune plante parce qu'elles vont forcément crever. Mais si tu as un minimum de lumière, il y a plein de plantes qui peuvent s'y adapter. Un premier type de plante qui pourrait bien s'adapter à ton chez-toi si jamais c'est trop sombre, ça va être les plantes tropicales comme les calathea, les maranta, les cténanthes. Moi, c'est vraiment mon type de plante préférée. Et c'est vraiment des plantes qui craignent le trop plein de lumière. Ça peut faire sécher leurs feuilles. Du coup, en général, elles s'adaptent assez bien à des environnements sombres. Également, tous les types de plantes, un petit peu comme les asparagus ou les néphrolepis comme celui-ci, ça, c'est des plantes qui vont très bien s'adapter à un environnement sombre parce qu'ils ont un feuillage très très fin qui craint beaucoup la lumière. Donc là, sur les fougères, comme ça, tu peux te lâcher. Tu peux aussi te tourner vers tout ce qui est philodendron, monstera, pothos. En général, ça s'adapte assez bien. Chez toi, en fait, le seul type de plante qui va être assez problématique, ça va être les plantes grasses, justement. Ça, il faut faire le deuil parce que déjà dans les habitations très lumineuses, parfois elles viennent à manquer de lumière et c'est des plantes d'extérieur qui ont vraiment besoin de beaucoup de soleil directement sur elles. Donc ben, ce type de plante, ouais, faut vraiment en faire le deuil. Moi je m'en fous un petit peu parce que c'est pas des plantes qui me plaisent outre mesure, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui adorent ça. Si tu en veux quand même, essaie de les mettre sur un rebord de fenêtre bien exposé, vraiment pile devant. Ça peut peut-être passer, mais je te les conseille pas. Et du coup, toutes les plantes que je t'ai conseillées avant, c'est des plantes qui sont certes cool parce qu'elles s'adaptent à un environnement ombragé, mais c'est quasiment toutes des plantes qui nécessitent aussi beaucoup d'humidité, donc il va falloir pas oublier les arrosages et surtout les brumiser très souvent. Moi, je le fais au moins 2 à 3 fois par jour. Donc voilà, il faut juste être prêt à en prendre soin, quoi. Alors, j'ai remarqué une sorte de dépôt blanc sur mes rosiers qui commence vraiment à tirer la gueule. Qu'est-ce que c'est, que faire, etc. Alors, j'ai pas de jardin et j'ai pas de plantes d'extérieur, donc je m'y connais pas vraiment, mais ce que tu me décris là, même si j'ai pas de photo, donc je peux pas te certifier à 100% que c'est ça, mais ça me fait beaucoup penser à un champignon qui s'appelle l'oïdium et qui se développe particulièrement sur les rosiers qui y sont très sujets. Tu peux t'en débarrasser avec des produits, donc t'inquiète, hein, tu vas pouvoir soigner tes rosiers. Je crois qu'il existe même des espèces de petites recettes maison à faire, mais bah, je suis pas sûre que ce soit ça. Donc peut-être envoie-moi une photo, même si je suis sûre à 90% que c'est ça, parce que c'est très courant sur les rosiers, mais voilà, j'ai quand même un doute. Envoie-moi une photo, je te dirai si c'est ça, ou cherche directement Oïdium, je vais l'écrire par ici, et tu pourras voir tout de suite si c'est ça ou pas. Moi je pense à ça en premier. Ma Kalanchoe Thyrsiflora fait la tronche, les feuilles s'atrophient, que faire? Alors les Kalanchoe, c'est vraiment un type de plante qui est assez compliqué. Normalement, elles se cultivent en extérieur et c'est vraiment des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière pour être en bonne santé. Donc je pense que déjà, il y a peut-être ça qui a posé problème. Ou alors, comme tu me le dis dans ton message, que j'ai un petit peu tronqué, je l'ai pas lu en entier, mais je pense que tu l'as probablement trop arrosé, et ça c'est vraiment fatal hein, pour les plantes grasses. Donc ce que tu peux faire, c'est déjà stopper complètement les arrosages, jusqu'à ce que tu vois sur la Kalanchoe qu'elle a besoin d'eau. En général, sur les plantes grasses, en fait les feuilles sont des réserves d'eau. Donc tant qu'elles sont bien pulpeuses et tout, c'est que la plante en a pas besoin, parce qu'elle a des réserves. Moi, j'arrose mes plantes grasses uniquement quand je vois que les feuilles commencent à se creuser. Ça veut dire que la plante commence à utiliser ses réserves d'eau. Donc là, je peux faire un petit arrosage pour leur en rapporter. Mais en dehors de ça, je le fais jamais. Par exemple, en hiver, j'arrose pas du tout mes plantes grasses. Là, j'ai des plantes depuis le mois de décembre. Je leur ai pas du tout donné d'eau. Et elles s'en portent très bien. Pour quasiment toutes les plantes, c'est mieux d'oublier un petit peu de les arroser plutôt que de trop les arroser. Et c'est particulièrement vrai pour les plantes grasses, parce que autant pour les autres types de plantes, bah, s'il y a un petit peu trop d'eau, elles peuvent peut-être s'en accommoder, ou voilà, ça peut passer. Mais si vous faites un excès d'eau sur une plante grasse, bah, c'est la mort assurée de votre plante. Et c'est pour ça que moi, je les conseille pas forcément aux débutants. Et aussi, place-la dans un endroit où il y a le plus de soleil possible, le plus de luminosité possible, pendant le plus longtemps possible de la journée. Il faut vraiment leur donner énormément de lumière. Et dès que les températures le permettront, mets-la carrément sur un rebord de fenêtre ou dehors si t'as un jardin. Si le souci ça a été un excès d'eau, check aussi s'il n'y a pas de pourrissement sur les feuilles ou pire sur les racines, et vraiment si tu vois qu'il y a eu du pourrissement, enlève tout ce qui est pourri pour pas que ça se propage. Et j'espère vraiment qu'elle va pouvoir se remettre. Et enfin, dernière question, j'ai tout le temps des feuilles qui jaunissent sur mes plantes, à quoi c'est dû et comment régler le problème? Alors là aussi, ça va être difficile de te répondre parce que j'ai pas de photos et en plus, je sais même pas de quelle plante précise on parle, donc je vais te faire une réponse globale qui sera à nuancer évidemment en fonction de la plante. En général, si les feuilles d'une plante jaunissent, ça peut être dû à plusieurs choses. Soit la plante est victime d'une attaque d'un nuisible, soit elle manque de lumière, soit tu lui as trop donné d'eau. Du coup, si tu vois un jaunissement des feuilles, le premier truc à faire, ça va être de checker s'il n'y a pas un nuisible qui est en train d'attaquer ta plante.
Donc inspecte-la méticuleusement, retourne bien les feuilles, regarde vraiment le dessous des feuilles parce qu'en général c'est là que les nuisibles se cachent. Si tu vois que ta plante a des petits insectes sur elle, essaie d'identifier ce que c'est. Tu peux poster une photo aussi sur un groupe spécialisé, je vais mettre des liens de groupes en barre d'infos, enfin moi les groupes que j'aime bien en tout cas. Et il faudra se débarrasser des insectes, et là je peux pas te dire quoi faire parce que ça dépend de quel nuisible ta plante est victime, donc voilà, mais c'est vraiment le premier truc à regarder. Si jamais ta plante n'a pas de nuisible, c'est que c'est autre chose, et une cause très courante du jaunissement des feuilles, c'est un excès d'eau, c'est le fait d'avoir trop arrosé sa plante. Du coup, ce qu'il faut faire, ça va être réduire considérablement les arrosages. Ça, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que, je le rappelle, mais je ne sais pas de quelle plante me parle la personne, donc si c'est toi, dis-moi en commentaire de quoi il s'agit et je pourrais te répondre un petit peu plus précisément, mais ralentis les arrosages. Et si même après le check de nuisibles, et même après avoir réduit les arrosages, ça ne s'améliore pas, ça veut dire tout simplement que ta plante manque de lumière et il faudra la déplacer vers un endroit qui sera plus lumineux. Et j'insiste bien sur l'ordre que je viens de te donner parce que changer une plante de place, c'est pas forcément anodin, ça peut être un truc un peu traumatisant pour elle, donc c'est important de d'abord checker les nuisibles, ensuite l'excès d'eau, et en dernier lieu, la changer de place si le problème c'est un manque de lumière. Et ben voilà, j'ai terminé avec les questions. Je pense que ça va faire une vidéo assez longue. Là, je vois que j'ai quasiment 2 heures de rush, donc je vais avoir du montage à faire. Mais c'était super cool, les questions étaient toutes super intéressantes et j'en ai reçu plein. Donc j'ai été ravie d'y répondre. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez appris des choses. Et je vous dis à très bientôt.